tout quitter pour partir à l'autre bout du monde. Vivre une aventure exceptionnelle au cœur du continent le plus mystérieux de la planète, l'Afrique. Se laisser embarquer par des rencontres inattendues et séduire par l'hospitalité de ses habitants. Seul et à la force des mollets, tel est le pari un peu fou auquel nous invite Virgile. Du Maroc au Tchad, de la République démocratique du Congo à l'Afrique du Sud, dans la boue collante de la forêt tropicale ou dans le sable des déserts brûlants, nombreuses sont les embûches qui se présentent à lui. Entre moments de doute et de joie, il se sortira des situations délicates et drôles qui se dressent devant lui. En route pour une fabuleuse épopée de 20 000 km, depuis la France jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. En sortant de la grande forêt tropicale, je m'attaque au dernier tiers de ma transcontinentale. Ça fait presque 1000 km que je suis tout seul. C'est pas pour me déplaire. Le monde est vaste et... on est loin des heures de pointe du métro parisien ici. Hein. Je continue mon chemin à vive allure sur une piste de latérite bien tracée. Je n'ai maintenant plus qu'un seul objectif, franchir la rivière Likwala qui marque l'équateur à Makwa. C'est un pont bétonné qui me conduit dans l'autre hémisphère. En contrebas, des hommes plongeurs remontent du lit de la rivière des tonnes de sable. Symboliquement, c'est un moment fort. Hein. Je passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Et ça fait vraiment plaisir d'arriver là. Et alors qu'il est, je suis ici, à Makwa. Et Makwa, donc, c'est l'équateur. Et ma percée vers le sud me réserve une rencontre inattendue. Le mieux, c'est va en centre-ville vers la mairie. Tu demandes la gare de Brazza, moi j'habite à 2 minutes de la gare. C'est le premier blanc que je vois en hémisphère sud. C'est pas ça, c'est un signe, mon gars. Ah, c'est juste incroyable, quoi. Bon, c'est Alban, hein, c'est un copain avec qui j'ai fait mes études en France, à Lyon. Et voilà, je le croise au nord du Congo par hasard, sur la route entre Obando et Brazzaville. Et donc on se donne rendez-vous dans une semaine à Brazzaville, à 500 km. Et la route continue, l'aventure continue. Sur une bonne route goudronnée, j'atteins rapidement Brazzaville, une capitale importante sur les bords du grand fleuve Congo, avec ses tours, ses clochers et ses quartiers populaires. Comme prévu, je retrouve Alban et passe plusieurs jours à découvrir cette ville qui, entre 1940 et 1944, fut déclarée capitale de la France libre par le général de Gaulle. À quelques pas de la rive, musiciens et danseurs s'en donnent à cœur joie. Le fleuve Congo est un mastodonte qui serpente d'est en ouest sur près de 5000 km avant de se jeter dans l'Atlantique. Il possède le second plus gros débit du monde après l'Amazone. En face, de l'autre côté des eaux puissantes, la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, affiche ses tours flétries et ses couleurs sombres. Distantes de 5 km, les deux villes sont les capitales les plus proches du monde après Rome et le Vatican. Et donc j'ai pris quand même quelques jours de repos là ici à Brazzaville avant de continuer la route en RDC, puisqu'apparemment la RDC ça va être assez dense, ça va être assez difficile, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas de route et que s'il y en a elles sont très mauvaises et c'est le choix que j'ai fait de passer par la RDC plutôt que par l'Angola parce qu'en Angola je n'arrivais pas à avoir le visa, donc c'est uniquement pour ça. Et là j'ai réussi à avoir un visa de 1 mois pour la RDC, donc 1 mois pour traverser environ 3000 km de territoire non aménagé. Ça va être l'aventure et surtout un défi physique je pense. Les difficultés ne se font pas attendre. Après quelques kilomètres de route goudronnée, la piste reprend ses droits. Si c'est possible, on peut aller ensemble jusqu'à Luango, jusqu'à Tika.
Ah, je vais aller à vélo, je vais forcer un peu quand même. Ouais. Mais pourquoi est-ce que vous laissez forcer comme ça? Parce que moi, je trouve que c'est trop dur. Hein? Vous avez combien de passagers? Beaucoup. Ah ouais. Là-dedans, vous mettez combien de tonnes? Ici, j'ai 31 tonnes. 30 tonnes? 31 tonnes. 31 tonnes. Ça va aller, papa. La route est bonne. Il faut aller doucement. Ouais, vous allez damer la piste après, c'est bon. Bon, allez, bonne route. Ah, merci. À bientôt. À bientôt. Je me galère bien, j'ai pas craqué. Il y a des possibilités avec les camions. Je pense que bon, il y a des passages vraiment qui s'annoncent impossibles et il va falloir composer avec les opportunités, je pense. Là, je suis dans la steppe sur une piste complètement, je dirais pas défoncée, mais c'est du sable quoi. Donc on s'enfonce, même avec ses pieds, on s'enfonce. Oh. Ça c'est le cauchemar du cycliste. J'ai enlevé la sacoche gauche. Ça me permet de pouvoir me mettre en position pour pousser facilement. Je l'ai posé derrière, je l'ai attaché avec un tendeur sur la remorque et comme ça j'ai un bien meilleur appui. Et au moins je pousse dans l'axe. J'avais déjà fait ça dans la forêt tropicale pour pousser dans la boue et là je le refais pour pousser dans le sable. Rares et toujours trop courts, de petits raccourcis bien tassés m'offrent d'agréables moments de répit avec l'impression d'avancer. La piste s'enfonce au cœur de la savane herbeuse, parmi les collines boisées et les reliefs volcaniques. Je prends maintenant la pleine mesure des proportions hors normes du territoire de la République démocratique du Congo, deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Dans cette immensité, avec des routes souvent impossibles, la question du transport est une préoccupation quotidienne pour les Congolais. Les camions sont rares et d'un autre âge. Surchargés, ils peinent à atteindre les villes reculées. Certains voyageurs se hissent sur leur chargement, tandis que d'autres, moins chanceux, marchent parfois plusieurs jours pour atteindre une administration ou un centre de soins. J'ai traversé la Mauritanie, le désert du Sahara, le Sahel, ensuite la forêt tropicale, mais la RDC, je crois vraiment que c'est un cran au-dessus. Hein. Du sable. Et le soleil, on a l'impression qu'il lui met des coups de marteau sur la tête. Honnêtement, là, c'est vraiment dur. Je pense que j'aurais même pas eu l'idée de passer par la RDC si j'avais su que c'était ça. Aujourd'hui, j'ai fait 20 km. J'ai dépensé d'énergie comme si j'en avais fait 100, quoi. Non, franchement, c'est un peu un calvaire ici. Hein. Mais bon, j'y suis, j'y reste. Hein. Il n'y a pas d'issue ici. On peut pas appuyer sur off et le jeu s'arrête, non. Là, je me suis mis dans une belle merde. Vous allez arriver après-demain? Après, demain. Bon, du courage, papa. Je ne suis maintenant plus le seul à pousser mon vélo. Pour leur survie, à 2 ou à 3, ils sont des milliers à parcourir la campagne chargée de maïs, d'huile, de charbon, de médicaments et de toutes les denrées dont les régions enclavées ont besoin. Ces travailleurs de l'extrême sont capables de pousser des centaines de kilos sur plusieurs semaines. Rien ne les arrête. Dans tout le pays, ces hommes camions ont été baptisés Bayanda, ce qui signifie « homme fort ». Vous allez jusqu'à Tchikapa? Bon, moi je vais jusqu'en Afrique du Sud. Comme ça. Toujours à vélo comme ça. Toujours à vélo comme ça, ouais. Ah bon? Pour dire que vous êtes un touriste? Je suis un touriste qui me déplace à vélo. Vraiment. Et vous allez jusqu'où? Non, jusqu'à Mayanda. C'est la frontière avec quel pays? Avec l'Angola. Ouh. Et vous avez combien de sacs là? Oh, 2 sacs. 2 sacs? Donc il y a au moins 200 kilos de charge là. Oui. Et vous allez mettre combien de temps pour aller jusque là-bas? C'est encore une semaine qui nous reste. Encore une semaine? Oui, pour atteindre ces milliers là. Vous allez pousser le vélo dans le sable pendant une semaine? Oui, dans le sable, la manière dont nous sommes en train de souffrir. Ouais, ça... Moi aussi je souffre, hein. Ça fait... Bien que vous souffrez, mais pas plus que nous autres.
Ah non, c'est sûr que j'ai pas 3 sacs de 100 kg sur mon vélo, mais je dois aussi pousser mon vélo dans le sable. Hein. Bien que vous poussez votre vélo dans le sable, mais ça ne pèse pas comme les nôtres. Non, 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 c'est sûr que ça pèse pas comme le vôtre. Vraiment, vous êtes chargé. Hein. Oui. Et là, vous avez même un bidon. Nous avons Ça, c'est pour l'eau. des 5 litres d'eau, oui. Ah, quand même. Ça peut nous servir Moi à aussi, préparer même. Moi aussi, j'ai un bidon de 5 litres d'eau sur mon vélo. Vous savez où est le prochain village? Kikuba. 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 Oui. D'accord. Kikuba. Et c'est loin d'ici? Non, c'est non loin d'ici. À peu près 1 heure du temps qu'il nous reste d'y arriver là. D'accord. Donc voilà, je suis presque arrivé. Ah, bonne route alors, bonne allée comme on dit. Jusqu'à la frontière avec l'Angola. Sur des pistes comme ça, non mais moi à côté là, je suis en promenade. Hein. 300 kg de maïs sur un vélo, bon, c'est sûr. Il faut relativiser, c'est bien au moins de croiser des gens qui bossent un peu sur la piste. Dans les villages, je me nourris de farine de maïs cuite à l'eau, de chenilles, de fretin, mais pas seulement. Et les surprises ne manquent pas. C'est vous qui préparez? Oui. Comment on appelle ça? Boa constrictor. Boa. Et comment on prépare ça alors? Ça c'est la chair, c'est la tête, ça c'est la peau. On va griller ça. Ça sent bon la bonne viande. Après un repas de viande de serpent dont le goût évoque étrangement le poulet, je me dirige vers Kananga. En chemin, je me réfugie dans l'ombre de grands manguiers, trêve nécessaire et parfois ponctuée d'improbables concerts. Excusez-moi, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment vous fabriquez ça? Comment vous fabriquez ces flûtes? Vous achetez ça sur le marché? Sur les marchés, sur les marchés. Ah, le tuyau, mais ensuite il faut bien... Et ensuite vous percez. Mais comment vous avez eu l'idée? L'idée c'était venir Simon Kimbang. Avec quoi? Le responsable de l'église kimbangiste. Chef spirituel. Le chef spirituel donc que je peux dire. D'accord, c'est lui qui a initié ça. En tout cas, c'est sympa. Hein. Sous les grands manguiers, ça met de l'ambiance. J'atteins enfin la ville de Kananga, la capitale de la province du Kasaï occidental. Pris par le temps, je décide de trouver un moyen d'avancer plus vite. Et la chance me sourit. Je viens de prendre place à bord d'un train de marchandises de la Sheltam. C'est une compagnie sud-africaine qui fait du transport ici en République démocratique du Congo. Et quand je suis arrivé à Kananga, après avoir souffert pendant 500 km dans le sable à pousser mon vélo, j'ai décidé de trouver un train pour aller jusqu'à Kamina ou Lubumbashi plus au sud. Et j'ai un visa seulement de 1 mois pour traverser la République démocratique du Congo et j'ai déjà consommé 20 jours, donc il faut que je sorte du pays avant d'avoir des problèmes avec les autorités. Je suis tombé sur cette équipe de Sud-Africains qui ont accepté de me prendre à bord de leur train de marchandises qui part pour Kamina. Et le voyage s'annonce plutôt sympa. Il y a Johan qui est pilote de la machine. Il y a Anton qui est mécanicien mais aussi accessoirement cuisinier apparemment. Donc c'est une belle virée à travers la campagne qui s'annonce. Une virée assez lente puisqu'on m'a dit que le train avançait en moyenne à 10 ou 15 km/h. Le convoi est sous la responsabilité de 4 personnes qui se relaient jour et nuit pour en assurer la progression. Loin de leur famille, ces Sud-Africains passent 3 mois dans le train avant de se retourner chez eux pour 1 mois de congé. Ils vivent entre eux, comme des marins, à bord d'un wagon disposant de tout le confort occidental. Ordinateur, machine à laver, frigidaire et cuisine intégrée. Aujourd'hui, Anton prépare pour l'équipage du poulet aux oignons accompagné de pommes de terre. Construite par les colons belges il y a près de 80 ans, la voie n'a jamais été rénovée. Elle est aujourd'hui encore indispensable à la circulation des marchandises.
De nombreux passagers dépendent également du rail pour se déplacer. La ligne enjambe de larges rivières sur de vieux ponts de ferraille rouillés. Tant bien que mal, le train se fore un passage dans la végétation luxuriante. Dans de telles conditions, la progression du convoi ne peut se faire sans le recours à de petites astuces bien rodées. Là, en fait, ce sont les ouvriers qui chargent de la terre sur le bord de la voie pour mettre sous les roues de la locomotive parce qu'elle patine énormément en fait. Il y a beaucoup de végétation et donc quand l'herbe se met et les branches se mettent entre les roues et les rails, la locomotive patine et n'arrive pas à avancer, donc on met du sable et là, comme il n'y a pas de sable, on met de la terre. Et ensuite on met la terre manuellement sur la voie, donc c'est pas quelqu'un qui marche devant le train pour le plaisir de précéder le train, c'est quelqu'un qui marche sur la voie pour mettre la terre sur les rails au fur et à mesure que le train avance, parce que ça monte. Ça c'est un boulot hein. Le train est si lent que Johan a tout le temps de m'expliquer les bases de la conduite d'une motrice diesel. That's the pedal for the vigilance. Okay. If you fall asleep, we'll trip, the locomotive will come to a standstill. This is your reverser key for going forward. This is your locomotive brakes. I wish I had the same on my bike. Le train irrigue les petites bourgades de voyageurs et de marchandises. Chacune de ces venues est un événement très attendu. Les enfants courent après les wagons, les vendeurs à la sauvette s'activent et les clandestins cherchent à monter à bord. Le moindre espace est occupé. C'est à celui qui trouvera une place confortable pour le long voyage qui s'annonce. Le train s'arrête tout le temps, il avance tout doucement. Oh, on fait 200 km en moyenne en 48 heures. Mais c'est mieux que rien, hein. C'est mieux que de reculer, on avance quand même. Je prends mon mal en patience et discute avec les passagers qui s'étonnent de mon voyage à vélo. À vélo? Oui. Vous avez fait combien de jours? J'ai fait 9 mois. Oui. En tourisme alors? En tourisme. Mais là où il y a des grandes rivières, vous traversez comment? Avec le bateau, avec le pont. Même dans des grandes forêts, vous traversez vous-même? Même dans les grandes forêts, ouais, je traverse moi-même. La nuit? La nuit, je dors. La nuit, non? La nuit, j'essaie de dormir pour me reposer, mais la journée, je suis sur le vélo. Mais même pendant la journée, il y a d'autres villages où on fait le mal aux gens. Non, je suis très bien reçu en Afrique. Et si on vous agressait quelque part, vous êtes bien armé? Bah, si on m'agresse, c'est pas de chance. Hein. Mais on va l'agresser pour quoi? Pour avoir fait quoi? Non, il y a des gens de mauvaise foi. Du coup, j'ai abandonné l'idée de traverser la RDC en train. C'est trop compliqué, trop lent. On a beaucoup plus vite fait à vélo. Trop de complications, trop de déraillements, trop de locomotives qui tombent en panne. Donc pour faire 500 km, il faut environ 3 semaines. Donc j'ai repris le vélo et j'avance tranquillement sur les pistes qui sont toujours aussi chaotiques. Mais bon voilà, je pense arriver avant le 24 à la frontière. Et c'est ça le plus important parce qu'au-delà du 24, mon visa aura expiré et je risque d'avoir des problèmes sérieux. Finalement, je quitte la République démocratique du Congo le jour de l'expiration de mon visa, avec d'impérissables souvenirs, et débarque en Zambie, un autre pays. Par le plus grand des hasards, je fais mes premiers kilomètres en Zambie aux côtés d'un Hollandais, Ralph Twin, lancé dans un record de la traversée de l'Afrique à vélo en moins de 75 jours. On est dans un autre monde ici en Zambie. Il y a tout ce qu'il faut, les routes sont très bien goudronnées, il y a d'énormes camions qui passent sans arrêt. On change de langue, déjà on parle plus français ici, on parle anglais. Et surtout, on roule à gauche aussi. Donc il ne faut pas se laisser surprendre, je me suis fait surprendre une fois ou deux là. Donc, je descends tranquillement à Lusaka. Normalement je dois retrouver ma soeur Clémentine qui vient pour un mois pour rouler avec moi à travers la Zambie, le Botswana et la Namibie. Donc on va faire un bout de chemin ensemble. Ma soeur Clémentine vient d'arriver à Lusaka, elle remonte son vélo et on continue la route ensemble. Ça va, tu t'en sors Clem? Ensemble, on va voir. Hein. Ah ouais. Tu me suis, hein.
Ça va être difficile. Je sais pas si je vais réussir à te suivre. À mon avis, je vais pas réussir à la suivre, elle est très entraînée. Non, bah pour Alors. Bon, on a bien quitté Lusaka. Ça va, Clem? Super. Regarde ça, c'est molette campeur. Alors, les premiers tours de roue? Premier tour de roue, même pas mal aux fesses. Bon, je sais que Virgile il m'attend toutes les 5 secondes, mais bon. Ça va bientôt changer de rythme. Plus que 3500 km. Et il n'y a plus que de la bonne route comme ça. Oubliez la RDC, oubliez le Congo-Brazzaville, oubliez les pistes boueuses du Cameroun, la neige d'Espagne et entre les deux le désert du Sahara et le Sahel brûlant. Wouh! Elle met des coups d'accélération là. Faut suivre. Avec l'arrivée de Clémentine, l'aventure prend une autre dimension. Je suis heureux de rompre ma solitude et d'avoir quelqu'un avec qui partager mes émotions, mais je dois aussi apprendre à voyager autrement. Sa venue arrive à point nommé, car les 3000 prochains kilomètres à travers l'Afrique australe promettent de nous propulser dans une brousse sauvage et inhabitée. Aujourd'hui, dans le premier village venu, j'ai décidé de me refaire une beauté. Contre quelques dollars zambiens, je reprends la route allégée. I'm gonna sing and shout jubilation to the King of Kings. And if the Father is there and my mama and me, oh, happy and above. Nous sommes impatients d'atteindre Livingstone et les chutes Victoria, considérées comme l'une des cascades les plus spectaculaires du monde. À la saison des pluies, son débit peut représenter jusqu'à 100 fois celui de la Seine en été, soit l'équivalent de 40 000 baignoires par seconde. Ouais, bah c'est la saison sèche. Hein. Je pense arriver aux chutes Victoria, voir l'eau virevolter dans le ciel brûlant. Et là, j'ai l'impression que c'est un gourbi, il n'y a pas grand chose. Il coule presque pas d'eau au fond du canyon. Vraiment, c'est très sec. Trop chaud, très sec, pas d'eau, la cascade vraiment éteinte, c'est dommage. Mais ça fait quand même plaisir d'arriver là. Il nous arrive de profiter de la générosité de grands propriétaires agricoles, comme ici, dans cette villa confortable dominant le Zambèze. Avant de repartir, notre hôte nous offre des bananes qu'il cultive. Oh. Les bananes pour 2 personnes. Il arrive en effet que les cadeaux soient un peu trop généreux pour 2 estomacs. Après une bonne nuit de repos, nous quittons la Zambie. Ce passage sur le fleuve est d'une importance capitale pour toute la région. Des centaines de camions attendent de filtrer, chargés de précieux minerais, dont le cuivre venu du Congo. Ils acheminent ce trésor vers les ports namibiens et sud-africains avant qu'il ne soit expédié partout dans le monde. On traverse le Zambèze, la rivière, le fleuve Zambèze, et on se retrouve de l'autre côté au Botswana. Derrière moi c'est le Botswana de ce côté-là, et de l'autre côté c'est la Zambie. Nous pénétrons maintenant un monde totalement sauvage. Pour rejoindre l'ouest du pays et la Namibie, notre route longe de grandes réserves abritant les plus fascinantes espèces animales du continent. Les éléphants sont devenus notre préoccupation quotidienne.